Bonjour à tous et bienvenue au Mon Camp, voici Kamalteron. Et voici Kitaro. Et aujourd'hui les amis, quelque chose d'assez incroyable, quelque chose qui n'est pas, possible, mais plutôt... Mais brise la glace Kitaro. On est dans le voyage temporel, on est dans Interstellar, on a du Matthew McConaughey, on est un truc... J'allais faire la meilleure blague sur Interstellar et tu m'as coupé. C'est vrai, t'allais faire quoi? C'était pas possible, mais c'était nécessaire pour Ah One Piece. merde. Et tu me l'as chétanisé. Aïe aïe, je suis désolé, j'avoue ça aurait Attends été... 2 secondes, mais c'est Interstellar. Go remonter dans le temps et on l'a refait. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Camp, voici Kamaltero. Et voici Kitaro. Et aujourd'hui les amis, quelque chose d'assez incroyable puisqu'on n'est pas ici dans l'ordre du possible, mais plutôt du nécessaire. Kamal, quelque chose d'assez fou parce qu'on est sur du One Piece Interstellar. Quelque chose de mad. Je brise la glace, Kamaltero, je brise la glace parce que dans une autre temporalité, j'aurais envie que tu me dises de briser la glace. Et du coup, on est ici dans des multitemporalités. Que ça en déplaise à beaucoup, que ça en plaise à beaucoup d'autres. C'est très compliqué ce qui va se passer dans One Piece et vous pouvez compter sur nous pour un petit peu éclaircir les zones d'ombre. Forcément les amis, cette review ne va pas déroger à la règle. Nous allons parler ici de la temporalité de Wano Kuni en 3 parties. Ce chapitre 819 et... Merde. J'ai dit encore 819. Au moins, je m'en suis rendu compte tout seul. Il faut savoir que depuis quelques temps, les amis, toute la centaine 900, je l'ai dit en 800, j'ai un énorme souci avec ça. Il faut me pardonner, je sais pas ce qui se passe, d'accord? Bien sûr les amis, cette revue ne dérogera pas à la règle, nous allons parler du chapitre 919 en 3 parties. Il faut savoir qu'il y a énormément de choses à dire et nous allons donc les dire avec vous. Mais avant tout Kamal quand même, félicitations au grand vainqueur de notre grand concours pour la El Famoso figurine spéciale des 50 ans du Jump. Vous avez été des milliers à participer pour cette très belle récompense. Go dans la description pour voir si votre nom s'affiche et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir recevoir cette figurine par Facebook, par mail ou quoi et tout ça. Mais en attendant quand même, il faut que... Oh, il est temps. Alors si la troisième partie de cette vidéo sera la plus importante, la plus conséquente, il est quand même un petit peu évident de revenir sur le contexte de la chose, sur le contexte du pays, de l'arc, parce que quand même c'est un arc qui va se différencier davantage de tout ce qui a été présenté dans One Piece, vraiment rien que à sa construction à la fois présentielle, c'est-à-dire l'arc, ce que font les Mugiwara, ce que font l'équipage, ce que fait un petit peu tout ça. On a par exemple un Zoro qui a disparu, on a une Otama qui, on dirait que son intrigue a été terminée, que c'est même très symbolique en mode au revoir et tout ça, début d'arc terminé, mais également en tant qu'univers créé par Là on a Eiichiro vraiment toujours cette même impression, vous savez, de jeu vidéo, quête secondaire. Cette quête secondaire là est terminée, maintenant on va pouvoir reprendre la quête principale qui est d'aller au château, de voir ce qui va se passer et tout, et d'ailleurs quel bordel. Mais voilà, ici c'est un peu l'impression bizarre de est-ce que c'est fini avec Otama et pourquoi? Alors qu'on sait très bien qu'on va la revoir parce là on a vraiment la confirmation de son fruit du démon, le pouvoir qu'elle peut appliquer en fait carrément sur l'armée de Kaido, chose qui est totalement abusée parce qu'elle peut devenir donc le nouveau maître de l'équipage au 100 bêtes. C'est totalement fou en fait, et ça voilà, c'est un truc on peut pas se passer d'elle dans l'arc, on pourra pas se passer d'elle. On sait très bien qu'on va la revoir. D'ailleurs elle va aller voir son maître, on sait que son maître il a un katana encore plus puissant, donc c'est un truc de ouf. D'ailleurs on voit aussi en plus Zoro qui est toujours intéressé par le katana de Luffy, donc on sait très bien que voilà, il y a toujours un truc là-dessus. C'est plein de petites infos. Ce chapitre est monstrueux et rempli d'informations jusqu'au bout pour nous montrer qu'en fait c'est fou, c'est carrément fou, mais vraiment genre c'est pas en mode waouh, c'est fou. Alors on les retrouve enfin dans cet endroit un petit peu isolé, un petit peu délabré, on savait pas trop où c'était, ou alors tandis qu'on voyait un petit peu, Franky, Usopp, Robin, tout ça, Zoro et les samouraïs discutaient de leur plan secret, voilà c'était au château donc d'Oden Kuzuki, et surtout il faut comprendre que du coup ces personnages là étaient du coup bien au courant, tout ça, c'est-à-dire que là où c'est très fort de la part des Shiroda, c'est de nous présenter uniquement un Zoro, et Zoro ça va être le dernier personnage qui va dire à Luffy ce qui s'est passé réellement dans ces ruines, et du coup c'est très fort parce que Zoro quand il rencontre Luffy il aurait pu très bien lui dire hop Luffy en fait c'est pour te dire qu'on est bloqué dans le temps et tout, des bails très sombres et tout ça. Toute l'intrigue commence un petit peu à se coller là, les pièces du puzzle et tout, on se dit ah c'était là qu'ils étaient là avant, etc. Mais on sent que c'est que le début. Vraiment l'apothéose ultime de tant de choses quand on comprend que
depuis Punk Hazard, depuis le fait que Raizu est vivant. Dans tous les cas, c'est vraiment... Tout est tellement plus fou. C'est un arc que quand il sera terminé, ça va nous obliger à tout relire. Punk Hazard, Dressrosa, Zo, Whole Cake Island et ensuite Wano Kuni. Il faudra tout relire en C'est une fait. saga. Parce que voilà, c'est vraiment le foreshadowing par excellence. Regardez ce qu'il dit à Punk Hazard, regardez ce qu'il dit à Zo et tout. Et bah oui, tout était écrit depuis le début, tout était pensé depuis le début. Et ça, c'est trop cool. Voilà, ça va être un truc à tout relire forcément depuis le début. Donc, en plus d'avoir plein d'informations dans ce chapitre, on fait des bonds un peu géographiquement dans le pays et on se retrouve à la capitale pour un cours de géopolitique. C'est très intéressant parce que c'est ce qu'on disait nous dans nos reviews précédentes, hein, vraiment on utilisait le mot isolationniste et ici, voilà, il est bien ancré dans le manga pour la toute première fois. Qu'est-ce qu'un pays isolationniste? Bah, c'est quand on ferme les frontières là, et c'est quoi le contraire et tout? C'est quand on ouvre les frontières. Et donc on a ici l'endoctrinement pur et dur du pays où on se rend compte, merde, le pays est perdu quoi. Vraiment, le shogun a réussi sa politique, vraiment, sa dictature. Tout est bien foutu, on a sa petite jeunesse Hitlérienne. shogunienne. Et donc voilà, c'est pour tout ça pour dire que on sent vraiment le waouh, le film va devoir vraiment tout renverser parce que là il y a énormément de boulot. Voilà, donc bienvenue dans une classe où le professeur est un smile. Et alors forcément les classes sont renversées, un système est instauré et on a Onizuka-like qui se présente. Voilà, donc on a le trésorier du shogun qui est présenté, tout ça, tralala. On voit un petit peu les hautes instances, les arguments d'autorité du pays qui sont tous là dans la capitale des fleurs, autour de la grosse bombe et tout. Et on a quand même une Robin qui écoute aux portes. Ça c'est important parce que de parmi les personnages qui nous sont représentés dans le chapitre des Mugiwara, on va en reparler un petit peu dans la dernière partie, c'est assez dingue. Et bien on a quand même la Robin un petit peu isolée, hein, elle-même, qui va écouter et qui du coup aura un rôle à jouer. Robin c'est un petit peu la même qui avait entendu ce que Zoro avait fait pour Luffy sur Thriller Bark. On va d'ailleurs reparler de Thriller Bark et de l'aspect un petit peu de parallèle que ça crée tout ça dans le manga. Donc voilà, le pays a son histoire. Ici, qui est raconté donc par les vainqueurs, hein, tout simplement, c'est Orochi, le shogun, est un sauveur, celui qui a donc tué les maléfiques Oden qui sont tous fait brûler vifs et tout. Et heureusement qu'ils sont morts parce que c'était des méchants qui voulaient ouvrir les frontières du pays pour l'ouvrir au monde. Infamie. Donc voilà, on a ici quand même un dialogue extrêmement totalitaire et très bien foutu de la part des Shiroda parce que n'oubliez pas les amis que les cultures ont tout intérêt à se partager tout ça, voilà, l'échange des cultures, et bien c'est ce qui fait que notre planète elle a aussi évolué et à chaque fois l'histoire a prouvé que un pays qui s'isole, et bien c'est la fin pour lui, c'est-à-dire que soit et bien il va devenir un truc totalitaire absolument renversant et il va vouloir mener la guerre contre le monde, et bien soit il va se détruire lui-même parce qu'il va avoir des guerres intestines entre clans et tout ça, et c'est ce qui s'est passé par exemple dans ce second cas de figure avec le Japon et l'ère d'Edo, c'est-à-dire l'ère justement isolationniste du Japon, où les familles se sont entretuées, bref pire calvaire, c'est vraiment la pire des choses. Heureusement que Luffy est là. Ouais, les mentions spéciales, oh mon corbeau. Mention spéciale du coup au Shogun et à son style extrêmement teasé de fou de deux sabres, donc voilà, on sait pas trop. C'est impossible que Zoro ne l'affronte pas, tout simplement. Voilà. Vraiment sexy, on a hâte de voir. Et mention spéciale aussi quand même à Shutenmaru qui est apparemment Trafalgar Law. Donc voilà, chacun sa couverture, on avait le Ronin, tout ça, et ben voilà, on avait apparemment Shutenmaru pour l'eau, il fallait la savoir. Très bien. Forcément, on va parler donc de ce qui intéresse tout le monde, c'est cette prophétie, ce voyage dans le temps, ces fantômes, qu'est-ce qui se passe? Tout est en fait corrélé. Wait a minute. Et ben finalement, voilà, ça peut être un peu le tout. Et ici, donc, on a bien histoire entre guillemets de fantômes, histoire de entre guillemets remonter dans le temps et histoire de prophétie. Alors, on arrive sur les ruines de El Famoso Château d'Oden Kozuki. Et alors déjà il y a des bails extrêmement sombres qui sont en train de se dérouler, c'est-à-dire qu'on a une Okiko qui est en mode il vaut mieux que je parte et tout ça, donc déjà des bails sombres. On a un Zoro qui il faut que je parte parce qu'il y a des bails sombres, voilà, enfin c'est un petit peu n'importe quoi ce qui se passe et on voit bien qu'il y a des intrigues qui sont un petit peu placées comme ça, que bon Zoro, est-ce que vraiment il va nous la faire l'équipage entier sauf Zoro? Est-ce que tu vas vraiment nous faire ça? Parce que après qu'on nous a fait tant de fanservice, c'est-à-dire l'équipage était uniquement Luffy, Zoro, maintenant il va nous faire tout l'équipage sauf Zoro. Est-ce que maintenant on pourrait avoir, vous savez, la El Famoso intrigue de Zoro à Wano Kuni? Genre en mode Zoro qui devient méchant, on sait pas trop pourquoi, mais après on le revoit et en fait il est gentil, genre un truc, voilà, vous savez, un peu comme le film 4 là, je crois que c'était parce que tout le monde était là depuis 3 ans, oui, Wano Kuni ça va être l'arc de Zoro, mais en fait de base on n'en sait rien. Donc voilà, est-ce que maintenant Zoro va nous faire des bails sombres ou bien est-ce qu'il va être retour au prochain chapitre? Dans tous les cas, c'est assez intéressant parce que Sanji, lui, est de retour avec l'équipage et on n'a pas Zoro
ils ne se rencontrent pas. On Et dirait ça, que on c'est s'en bat fait les couilles, exprès. on s'en bat les couilles On du dirait voyage que- temporel. On s'en fout de tout ça et tout. On veut juste savoir qu'est-ce qui va se passer quand ils vont se rencontrer. Mais non, mais cependant, nous voilà dans une sorte de Thriller Bike 2.0. On a vraiment quelque chose encore qui crée un parallèle vraiment très fort avec ce qui se passe, eh bien, voilà, avant l'ellipse de One Piece et tout ça, des 2 ans. Et vraiment, il y a une volonté ici de la part des Shiroda de jouer avec les codes. Est-ce que, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre du surnaturel avec les fantômes, avec Putain, un... mais Kinemon qui sort Ah, là avec voilà. sa diarrhée. Et alors qu'en fait il a la diarrhée, mais juste avant on utilise une prophétie extrêmement importante de la part du trésorier là, justement du shogun, qui dit que Oulou, vous allez errer sous la lune pendant 20 ans et vous ne verrez que le soleil dans 20 ans, ce qui exprime une certaine vengeance, mais de manière purement métaphorique. Ça fait C'est- quand même quoi? Un peu les ombres de Moria, ça fait un petit peu, vous ne pouvez pas voir le soleil, vous devez rester dans l'ombre, dans la lune. Et alors une référence super importante de la part des Shiroda, moi qui m'a sauté aux yeux direct, c'est celle au cinéaste Mizoguchi, qui a réalisé dans les années 50 le film, eh bien, Les Contes de la Lune, vague après la pluie, un truc comme ça, et qui du coup, et c'est un film vraiment culte sur justement, eh bien, ça se passe un petit peu en huis clos, dans une vieille maison pauvre japonaise comme ça, délabrée, qui est exactement comme ce que vous voyez dans la base du château d'Oden, et du coup, où c'est un homme en réalité qui est un petit peu un fantôme tout long et tout ça. C'est un petit peu Kinemon, vous voyez, c'est le film sur Kinemon, sauf que c'est un fantôme et on apprend à la fin, ça parle de lune, tout ça, c'est exactement ça, c'est la même ambiance, c'est un film culte japonais, c'est évident que ça parle là-dedans, et du coup, on a une volonté à faire quelque chose de mystique, mais très très poétique, vous savez, très pastel, très plat, avec on a tout le temps un voile, un filtre devant qui nous dit. Ah, on a vraiment envie de déchirer, de se dire. Est-ce que waouh. c'est la réalité ou pas? Voilà. Ou bien est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un cauchemar? Est-ce que c'est la Exactement. nuit? On sait pas, c'est toujours un peu mystique. Il y a la brume dans la nuit, vous savez, là, la brume, là, la brume, Voilà. la brume. Il y a aussi un autre truc qui est très important, et ben c'est la référence aux 9 samouraïs. Par là j'entends, oui, en fait les 7 samouraïs de Kurosawa, on sait pas trop, voilà, s'il y a une volonté derrière tout ça. Moi je pense vraiment, parce que les 7 samouraïs c'est un des films japonais qui s'est le plus exporté dans le monde entier, hein. Si Oda utilise pas les 7 samouraïs dans Wano Kuni, quand est-ce qu'il va l'utiliser? Il va sûrement l'utiliser jamais. Et donc là on a 9 samouraïs, pas 7, et étrangement nous avons 9 Mugiwara, donc on pourrait très bien avoir ici la vengeance qui ne se fait pas par la famille Oden directement et ses serviteurs, mais bien par la force. C'est Kinemon qui le dit, c'est pas moi, hein. La force que nous attendions, qui est bien les Mugiwara. Alors là voilà la double révélation assez folle qu'on avait d'ailleurs postulée dans notre dernière théorie, et c'est assez dingue, hein. Bah voilà, c'est un petit peu l'aspect premièrement lugubre des fantômes de cette prophétie. Ils sont en soi-disant morts il y a 20 ans, parce que Voilà, même s'ils carrément. sont envoyés dans le temps, qu'on sait pas trop si la prophétie, on sait pas, parce qu'il y a deux moyens, c'est où la meuf, eh ben elle a carrément le fruit du démon du temps, mais ça serait complètement fumé, je veux dire c'est fumé, et qu'à ce moment-là elle les a mis dans 20 ans après, ou bien tout simplement, eh ben c'est la seule qui était au courant de ça, de cette politique évolutionniste, et qui savait elle par exemple que sur la mer Bleue, eh ben le temps s'écoulait beaucoup plus rapidement, donc elle les a chassés en mode bah revenez dans 20 ans, un truc comme ça, vous savez, parce que, ou bien est-ce que ça va être démystifié, vous savez, moi c'est ça que je me demande, est-ce que c'est un vrai pouvoir en mode ou bien est-ce que ça va être démystifié à la fin comme les ombres sur Skypiea, vous savez, à la fin là en mode oh des ombres géantes, et ben non, c'était juste en fait le reflet du soleil sur les nuages, un truc comme ça, voilà. Est-ce que en gros ça veut rien dire le reflet sur les nuages, mais vous Exactement, m'avez très bien compris, mais est-ce que ça va être ça? Est-ce que à la fin quand on va voir en fait, et ben on se dit ah bah la meuf Oden en fait, la meuf Kuzuki elle a fait sa sorcière, mais elle avait bien une idée en tête, il y avait rien de mystique. Voilà, en fait, qui est-elle? Si on part du postulat que voilà, c'était donc une femme qui avait ça, il faut s'attendre à tout et n'importe quoi les amis, parce qu'ici on parle de voyage temporel. Alors ce qu'il faut bien comprendre les amis, c'est que cette femme, ça peut très bien être Okiku qui les a envoyés, hein. Okiku ça peut être la femme d'Oden dans le passé, Mononosuke, enfin, c'est absolument dingue. Et regardez quand vous voyez Okiku qui est aussi terrorisé quant à l'idée de retrouver le château et tout ça, et ben ça se trouve c'est vraiment la femme d'Oden. Il est 20 ans, est-ce que c'est genre, eh bien vous allez vous tailler du pays pendant 20 ans, et du coup étant donné que le pays eh bien C'est ce que je- possède sa propre gravité, et bien du coup une autre Temporalité. temporalité, ou est-ce que c'est eux qui ont du coup en eux-mêmes une temporalité unique qui partagent entre samouraïs déchus avec Raizu etc. qui En pourrait fait, dans tous les expliquer- cas, voilà, ça c'est devient totalement fumé. Je préfère profiter et voir ce que Oda va nous faire. Est-ce qu'il va vraiment nous massacrer le temps? On va rien comprendre, ou bien est-ce qu'il va faire un truc très très simple? Moi, je pense qu'on va être sur quelque chose de très compliqué et ça va être excellent. Pour finir les amis, attendez-vous à l'inattendu, vraiment dans le sens où ben, chaque chose qu'on nous a présenté vraiment dans ces chapitres, depuis le début de Wano et tout ça, eh bien relisez tout peut-être parce qu'il y a des indices qui à mon avis ça se trouve dans 10 chapitres, on va revoir vous savez le maître de Otama comme ça et qu'on va comprendre en fait ben, que c'était Mononosuke plus tard vieux, enfin un truc comme ça, on va à mon avis, attendez-vous ouais. vraiment à des bails extrêmement sombres. Qu'on s'attendait pas du tout. Nous, on s'attendait vraiment aussi à, comme beaucoup, hein, je pense, à voilà, bah, un arc, vous savez, très simple. Hein, on arrive sur une île, Flamingo, voilà, Dressrosa et tout. Non, il y avait
Fishbolic. Vraiment, c'est vraiment voyage temporel, on sait pas qu'est-ce qui se passe et tout, c'est un truc de fou. Et tant mieux, merci, tant mieux, Wano Kuni risque d'être un des meilleurs arcs de tout le manga. Et voici les amis pour la revue du chapitre 819 de One Piece, on espère que ça vous a... J'ai dit 800 non? J'ai dit 800 ou j'ai dit 900? J'ai même pas entendu un Voici les amis pour la revue du chapitre 919 de One Piece. Merci à tous de continuer à regarder nos vidéos comme ça parce que bon voilà nous on est sur notre canapé, on fait des isou comme ça. Évidemment ça peut être un peu chiant sur la longue, on vous comprend très bien. Mais il faut savoir qu'on arrive bientôt aux 200 000 abonnés et qu'on a plein de trucs à vous dire et à faire avec vous. On peut pas vous le dire encore une fois, mais on est sur un peu tous les fronts. C'est comme ça. Car les amis, le plus beau dans tout ça, n'oubliez jamais que le passé n'est pas la seule chose à influencer le futur, mais le futur influe souvent beaucoup plus sur le passé. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Ou peut-être que vous la suivrez plus tard. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo des familles. C'était Kamaltero. Et c'était Kitaro. Ciao, Ciao. ciao.